merci d'être ici. Avant d'entamer cette table ronde, place à une start-up. Je vais laisser la parole à Laurent Rosset, fondateur de la start-up Air4Power. Vous avez, cher Laurent, 3 minutes pour nous présenter votre bébé. Merci. La ville pollue. La ville pollue, c'est 80% des consommations de matières premières, 80% des émissions de gaz à effet de serre, 80% de l'énergie qu'on consomme. Il faut trouver des solutions. Imaginez-vous qu'on trouve une solution qui soit déployable à l'infini, qui n'émette pas de carbone, qui soit compétitive et qui soit simple à déployer partout. Imaginez-vous que cette solution permette de résoudre l'intermittence des énergies renouvelables, que l'on puisse, avec cette solution, déployer le panneau photovoltaïque, déployer l'éolien, déployer des chaussées photovoltaïques dans la ville et trouver un moyen de résoudre le problème de l'intermittence liée à ces énergies renouvelables. Imaginez-vous finalement que cette solution permette de répartir l'énergie dans la ville dans des conditions de sécurité et de mise en œuvre tout à fait compétitives. Cette solution existe, il suffit de réinterroger le passé. C'est le stockage d'énergie par air comprimé. Ça a existé au début du siècle dernier. On faisait circuler des tramways à Paris, à Nantes, avec ces solutions. Et aujourd'hui, avec notre solution Air4Power, associée à notre partenaire américain Lightsail Energy, on a résolu les problèmes de cette technologie qui date d'un siècle. L'échauffement que vous avez lors de la phase de compression, c'est la pompe à vélo qui chauffe dans votre main quand vous gonflez votre vélo. Et le refroidissement brutal que vous avez quand vous détendez l'air, c'est la bombe que l'on met sur la blessure du sportif sur le terrain de football ou de rugby. Aujourd'hui, ce sont des atouts pour notre technologie. On récupère le chaud et le froid. Ainsi, la solution qu'on développe, Air4Power, délivre de l'énergie électrique renouvelable, délivre du chaud, délivre du froid et éventuellement de l'air comprimé. On peut l'utiliser dans des applications smart, dans des microcentrales en ville. On peut l'utiliser dans des bâtiments positifs à tous les sens du terme, qui produiraient et stockeraient de l'énergie en leur cœur, dans leur plancher spécifique que l'on développe, et qui délivreraient de l'énergie pour les autres. On peut aussi l'utiliser dans des bâtiments vacants, dans des friches industrielles. C'est une solution simple à mettre en œuvre, qui est aujourd'hui moins chère que le stockage par batterie. Et surtout, il n'y a aucune perte d'efficacité dans le temps. Et enfin, pour conclure, on peut utiliser l'air comprimé comme une énergie, avec des réseaux sous la chaussée, pour faire fonctionner des petits véhicules smart pour la ville, des mini-scooters, des véhicules 2 places et demie, voire des petits bateaux fluviaux qui pourraient relier les rives d'une ville. C'est la solution Air4Power avec Lightsail Energy. Merci. Bravo, merci Monsieur Laurent Rosset. On peut vous retrouver au village des startups. Je vais maintenant vous présenter nos participants. Monsieur Michel Dansette, vous êtes directeur innovation et prospective du groupe d'ingénierie industrielle Five. Madame Sophie Penn, vous êtes professeure à l'université Sorbonne Paris-Cité, vous êtes spécialiste des pratiques numériques. Monsieur Thomas Possel, vous êtes directeur général délégué de Engie Ineo, spécialisé dans les réseaux électriques et les systèmes d'information et de communication. Et monsieur Mendy Ouas, vous êtes président du groupe Talent, spécialisé dans l'accompagnement de la transformation numérique. Nous allons donc échanger autour de cette question: réindustrialiser les centres-villes, quelle place pour l'industrie au cœur de la ville, mais surtout pour quelle industrie? Une industrie qui peu à peu s'est éloignée des centres-villes, une longue phase de désindustrialisation, et puis l'émergence de nouveaux concepts, l'industrie 4.0, de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de fabriquer au cœur des villes, de façon plus individuelle, moins centralisée. La Smart City, justement, n'est-elle pas en capacité de dessiner une nouvelle forme de réindustrialisation plus urbaine? Je vous propose pour commencer peut-être de s'arrêter sur ce terme réindustrialisation et de commencer avec vous, Thomas Possel. Vous êtes donc spécialiste des réseaux. Qu'est-ce que vous entendez dans cette expression réindustrialiser les centres-villes? Oui,
Merci. Je crois qu'effectivement, il faut se poser la question et il faut peut-être se mettre aussi dans une perspective un peu historique. C'est de partir du principe que finalement, c'est peut-être pas le terme industrie qui est le vrai paradigme, mais c'est de se dire pourquoi l'activité humaine du citoyen, le travail du citoyen, finalement, s'est séparé de son lieu de vie. Autrefois, dans les villes, il y avait ce qui était l'industrie, les artisans, etc. Ils vivaient, je dirais, là où ils travaillaient. Et dans les campagnes, le paysan, il vivait là où il travaillait. Et finalement, c'est la révolution industrielle du 19e siècle, avec l'industrie lourde, qui a fait cette espèce de cloisonnement en disant il y a des lieux où on travaille et il y a des lieux où on habite. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est finalement, on voit bien que ce modèle ne tient plus. Il ne tient plus parce que ça provoque l'espèce de congestion des transports dans nos villes, le problème effectivement de ghettos en banlieue, autour finalement de cités dortoirs, etc. Et les nouvelles cités que l'on a construites, je dirais après la guerre, dans l'urbanisation à la Le Corbusier, c'est ça, c'est d'un côté on travaille, de l'autre on dort. Et finalement, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, qu'est-ce que le numérique et qu'est-ce que la Smart City peuvent apporter pour permettre de réconcilier le lieu de travail et le lieu de vie? Je crois que c'est ça le vrai sujet. Et donc c'est le problème de remettre de l'industrie, mais au sens très large, c'est-à-dire autant l'industrie productive que l'industrie de services, etc. Et comment on réanime nos cœurs de ville en remettant le travail. Mehdi Ouz, sur ce constat, je vous rappelle, vous êtes président du groupe Talent, vous accompagnez vos clients dans la transformation digitale. Vous-même, vous avez d'ailleurs été au cœur d'une transformation, puisque vous avez été ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme tunisien. C'était juste après la révolution du jasmin. Sur ce constat de cette réindustrialisation, vous en avez deux, vous. Oui, j'en ai deux. Alors, il y a toujours. Je rejoins tous les. Je reprends à mon compte les propos de mon voisin Thomas. Et effectivement, aujourd'hui, on parle d'une industrie 4.0 parce que quelque part, on assiste à une quatrième révolution industrielle. La première a conduit à délocaliser ou à exporter les industries en dehors de la ville parce que polluantes, parce que utilisant le charbon. La deuxième a peut-être un petit peu plus les éloigner parce que utilisant l'énergie électrique et entraînant la fabrication de masse, il fallait des espaces de plus en plus importants. La troisième, utilisant la robotisation à outrance, les a rapprochés. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à une nouvelle conception de l'industrie, utilisant naturellement l'information et donc le numérique, qui peut permettre à la ville de relocaliser ces industries en son sein, dans un ou dans plusieurs centres-villes. Et c'est un des débats. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler dans une ville ou dans une capitale comme Paris d'un centre-ville ou de plusieurs centres-villes? Et à ce moment-là, il peut y avoir effectivement des opportunités qui sont plus importantes et qui permettent aussi de résoudre cette équation. Est-ce que je dois avoir un lieu de travail et un lieu d'habitation, un lieu de travail et un lieu de loisir qui soient réellement déconnectés, ou est-ce que je peux faire en sorte de les rapprocher? Donc aujourd'hui, le concept de Smart City interroge les élus sur leur capacité à proposer des terrains de jeu aux industriels et aussi aux opérateurs de services pour venir reconstruire une ville dans laquelle effectivement on va pouvoir retrouver les espaces dans lesquels on travaille, les espaces dans lesquels on vit, les espaces dans lesquels on se détend sans pour autant qu'il y ait une séparation physique organisée. Donc vous parlez, on voit bien, de la place évidemment des réseaux dans cette industrie 4.0. On a la chance d'avoir avec nous une anthropologue des réseaux. Sophie Penn, vous êtes professeure à l'université Sorbonne Paris-Cité, vous êtes spécialiste donc des pratiques numériques. Vous estimez qu'une nouvelle industrie urbaine se dessine, mais pas forcément autour de grosses structures comme ces usines 4.0.
Oui, je vais parler un peu au nom des étudiants, puisque c'est ce que je connais le mieux, c'est les gens que je fréquente, et puis peut-être de la classe créative auquel on pense tous aujourd'hui, ces jeunes gens de 30 ans qui sont malheureusement sous les phares de l'actualité. Ces jeunes gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sortent d'école d'ingénieurs, ils sortent d'écoles de commerce, ils sortent d'écoles d'informatique. Leurs parents, comme vous le disiez, monsieur, habitaient Marne-la-Vallée et traversaient toute la région Île-de-France pour aller travailler à la Défense. Eux, ils veulent dans le même endroit étudier, produire, vivre, se retrouver. Donc vous connaissez tous ces coworking space où ils sont tous autour d'une table toute une journée et où vont se mixer des cultures, des pratiques. Et on pourrait dire que cette population jeune, elle a une caractéristique qui est forte, c'est qu'ils sont à la fois ingénieurs, ils veulent de la transformation sociale, ils sont entrepreneurs sociaux et ils ont une culture industrielle, ils ont une culture du profit, ils ont une culture de l'objet, ils ont une relation forte avec le design. Et finalement, avec l'aide d'ailleurs des politiques publiques, les politiques urbaines, par exemple à Paris, ont tout fait pour donner des lieux de rassemblement, pour des lieux qui sont des lieux du coworking, des lieux aussi du prototypage rapide, de la fabrication, qui peuvent aller très loin. Si vous avez l'exemple de l'usine IO, on peut arriver jusqu'à produire des petites séries, etc. Donc des petites séries qui se rapprochent des lieux de consommation finalement. Qui sont produits sur place, sans pollution particulière, et il y a une généralisation du prototypage qui fait qu'on peut aller très avant d'aller chercher la structure industrielle un peu plus déportée, mais en même temps qui va être très souple, très ajustable. Donc cette fabrication additive, l'impression 3D, les Fab Labs, les makers, est-ce que c'est finalement le second pied face à l'industrie, on va dire l'usine 4.0 qui pourrait composer cette nouvelle réindustrialisation? Ça se pourrait parce que d'une certaine façon, ça a rassemblé une génération de gens extrêmement créatifs, très soucieux des besoins sociaux et doués techniquement, qui sont arrivés à un haut niveau. Et finalement, on pourrait dire que ces jeunes gens, ils sont en train d'expérimenter une culture agile du prototypage qui a, je pense, durablement transformé la façon d'inventer des services, des objets, des usages et un rapport aux besoins sociaux dans l'industrie. Alors d'un côté, on va dire le monde des Fab Labs qui est en train de révolutionner la manière de fabriquer. De l'autre, l'usine du futur. On a un spécialiste de l'usine du futur. Vous fabriquez les usines de futur. Vous êtes donc Michel Dansette, directeur innovation et prospective du groupe d'ingénierie Fives. Vous avez été chef de plan d'usine du futur avec la France industrielle d'Arnaud Montebourg qui s'est transformée depuis cette année en projet industrie du futur. Quelles sont les tendances, à quoi ressemble ou à quoi va ressembler ce qu'on appelle une usine du futur? Bonjour à tous. Alors tout d'abord une précision, c'est pas Five mais Fives. Nous sommes bien un groupe français et Fives d'ailleurs est un quartier de la ville de Lille et donc le berceau de Fives c'est bien la cité. Et d'ailleurs aujourd'hui sur les 8000 collaborateurs de Fives, la moitié sont en France, essentiellement dans les régions et la plupart de nos ateliers sont en centre-ville. Nous avons un très gros atelier à Nancy, 300 personnes, chaudronnerie industrielle, qui est à 10 minutes à pied de la place Stanislas. Donc comme quoi finalement, l'industrie même traditionnelle a tout à fait sa place dans les centres-villes. Alors par ailleurs, bien sûr, Fives c'est avant tout une société d'ingénierie, donc nous concevons et installons des lignes de production et des usines complètes partout dans le monde depuis 2 siècles. Donc nous avons vécu ces différentes révolutions industrielles et naturellement nous anticipons cette 4e révolution dite numérique, mais on verra qu'elle n'est pas uniquement numérique, d'autres technologies sont en train de se développer qui vont complètement reconfigurer l'usine. Et je dirais qu'il y a au moins 4 grandes tendances. Premièrement, la course à la taille est révolue parce qu'on cherche maintenant des usines beaucoup plus flexibles, reconfigurables, et même une usine d'assemblage de voitures aujourd'hui n'est plus le mastodonte avec 300 postes de travail. On travaille plutôt en îlot avec des usines plus petites, donc plus facilement installables au moins à la périphérie des villes. Deuxième grande tendance, l'usine ne fait pas tout. Il y a un siècle, l'usine faisait absolument tout. Aujourd'hui, elle externalise beaucoup.
Ce qui veut dire d'ailleurs que la limite entre industrie et services est révolue. Aujourd'hui, le e-business génère beaucoup d'industries. Il faut des centres de tri pour effectivement acheminer les colis qui sont achetés sur Internet. Et à l'inverse, l'industrie mécanique offre des services, et souvent plus de 50% de la valeur de ces industries, c'est dans les services, la maintenance, etc. Dernière tendance, le contrôle à distance. Aujourd'hui, vous pouvez piloter des usines à distance et vous pouvez tout à fait avoir une grande partie des emplois qui sont rapatriés dans les centres-villes avec des centres de pilotage, de développement, de contrôle, vous avez les experts, et avoir sur les sites industriels un nombre limité de personnes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'usine du futur, c'est l'usine dans le centre-ville, mais sans l'usine? On peut dire ça. Bon, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'industrie, bon, on trouve c'est extrêmement vaste. Entre une aluminerie ou une cimenterie, par exemple, une cimenterie doit être proche, bien sûr, de ses consommateurs, mais avant tout des carrières. Donc ça impose en général une localisation. À l'inverse, la centrale à béton, qui est l'aval de la cimenterie, doit être proche de la consommation. Et vous avez d'ailleurs dans le centre de Paris plusieurs centrales à béton, personne ne trouve à redire, parce qu'effectivement, c'est ce qui permet, en moins de 4 heures, d'acheminer le béton vers le lieu de construction. Donc, en fait, la réponse, elle est réellement multiple, mais les grandes tendances de l'industrie du futur vont faire qu'une partie significative des emplois industriels pourront être en centre-ville. Merci pour ces tendances. Je reviens vers vous, Sophie Pen, sur la place, justement, vous parliez des étudiants, et sur la place de la recherche et des étudiants au cœur des villes, justement. Vous nous expliquez qu'il faut que ces étudiants irriguent les centres-villes parce que ce sont de potentielles futures usines à eux tout seuls. On est en train de découvrir que les universités sont prêtes à assumer un rôle de hub entre la recherche et la société, et que le meilleur moyen d'injecter directement des résultats de la recherche dans le monde socio-économique, c'est de faire qu'à l'intérieur même des universités, il y ait de plus en plus d'incubateurs, d'accélérateurs. On voit le début des projets pépites, à quel point c'est fécond. Comme les étudiants se précipitent sur ces possibilités de devenir entrepreneurs en étant étudiants, et comme le fait qu'ils aient à la fois ces préoccupations sociales et ces compétences techniques et scientifiques, à quel point si on les aide à modéliser les résultats de leurs travaux pour en faire une offre directe et visible pour les entreprises, à quel point on pourrait accélérer, raccourcir le temps de transformation d'une recherche dans la cité. Monsieur Ouas, là-dessus, comment on fait pour accélérer ce mouvement ? C'est là que la ville doit être attractive et doit construire cette attractivité pour qu'effectivement les étudiants ou les nouveaux ingénieurs puissent se dire qu'effectivement dans une ville ou dans une capitale comme Paris, ils vont trouver les éléments complémentaires pour construire leur start-up, la faire développer et innover, créer, produire et vendre à leurs consommateurs. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui ont démarré. Depuis 2-3 ans, effectivement, on sent que dans un certain nombre de quartiers à l'intérieur de Paris, on retrouve des pépites ou des centres d'accueil pour aider les entreprises à se développer, parce que quand on a une idée, ça n'est pas suffisant. Il faut construire tout un cluster, il faut avoir les financements, il faut avoir les fabricants, il faut avoir tout un écosystème qu'il faut avoir à proximité pour aller vite. Et ça, c'est une opportunité fantastique pour que Paris devienne un centre attractif aimant de start-up, comme l'a été la Silicon Valley pendant plus de 30 ans, ou comme l'est aujourd'hui Israël sur un certain nombre de sujets. Depuis une dizaine d'années, le deuxième centre mondial de création de start-up, d'ailleurs qui sont à 80% reprises par des grandes entreprises chinoises, est Israël. Donc on a cette opportunité à créer, et vous avez raison. Aujourd'hui, les jeunes ingénieurs qui sortent
des grandes écoles françaises ont envie d'être plus maîtres de leur destin, ont envie d'être plus acteurs de leur vie et ont plus envie d'entreprendre que d'intégrer une grande entreprise. Et il faut faciliter cette énergie et cette initiative. Alors, sur cette question de réindustrialisation, de nouvelles manières de fabriquer, se pose ensuite la question de fabriquer quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut également adapter des filières qui soient justement spécifiques à l'environnement urbain? Peut-être avec vous, Michel Dancet, est-ce que cette réindustrialisation va se faire autour justement des grandes fonctions urbaines? Je pense par exemple à l'énergie, au transport. Est-ce que c'est de cette manière-là que l'industrie sur ces secteurs-là va se développer? Je crois que l'industrie, elle va se développer suivant ce que le marché attend. D'abord. Donc il faut justement, mais ça revient un peu dans ces débats. On passe d'un monde qui finalement était très planifié, où il y avait des grands groupes, des grandes industries qui décidaient de ce qui allait être produit, de ce qui allait être fait, et qui se disaient le marché va l'acheter, à un monde qui s'inverse complètement en disant finalement, il y a alors c'est l'expression le consommateur, voilà, où finalement on a des citoyens qui redeviennent et qui se reprennent. Et nous, on aura à suivre et à se faire. Le mouvement qui a été décrit sur ce rôle de cette génération qui arrive, on le vit très bien dans nos grands groupes. C'est pour ça qu'on a la même problématique que celle que vous décriviez, que l'on essaye de travailler d'ailleurs également en parallèle avec soit les villes, soit les universités, pour participer à tous ces élans de Fab Lab, d'incubateurs, etc. Parce que nos jeunes qui sont salariés de nos grands groupes, eh ben, effectivement, ils sont aujourd'hui beaucoup plus demandeurs d'être dans ce genre d'endroit, d'agilité, etc. Et nous devons aussi l'accompagner. Alors, pour ce faire, après, pour revenir à votre question, d'un point de vue pratique, c'est vrai qu'il y a actuellement des tendances de fond qui facilitent cela. C'est quoi? C'est effectivement le côté du développement du numérique et des réseaux, parce que le numérique sans réseau, ça n'existe pas. On peut faire tout ce que l'on veut, mais s'il n'y a pas des tuyaux pour transporter les informations, bah, il n'y a pas de numérique. Donc, c'est à la fois le développement des réseaux, et je pense réseaux de communication, et puis c'est aussi une problématique énergétique qui évolue. L'usine 4.0, elle est infiniment moins consommatrice d'énergie que ne l'était l'usine d'avant-hier ou d'hier. Elle est moins consommatrice d'énergie, elle est moins polluante. Donc on peut effectivement, elle est plus acceptable. Donc du coup, ça permet, en développant toutes les technologies dites sur les bâtiments à énergie positive, etc., à rendre possible ce qui ne l'était pas avec une industrie d'avant, d'autrefois. Voilà. Et donc c'est ça qui peut le faire possible. Plus un certain nombre de technologies complètement émergentes aujourd'hui. Je pense à toute la révolution de l'impression 3D. L'impression 3D, c'est une révolution dont on ne voit aujourd'hui qu'un très faible impact et qui va, je pense, être fondamentalement révolutionnaire pour les modes de production de demain. Je reviens sur mes filières centrées sur les fonctions urbaines, mais est-ce que par exemple l'artisanat, on sait qu'à Paris c'est quelque chose d'important, est-ce que c'est une nouvelle manière aussi de faire, de fabriquer? Est-ce que ça rentre, Monsieur Houez, dans cette réindustrialisation? Je pense à l'artisanat, mais aussi à l'économie circulaire qui était totalement adaptée effectivement à la ville dans ses contraintes environnementales. Oui, ça peut être intégré de cette façon-là. Vous savez, cette révolution numérique, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte la capacité à partager de l'information de manière continue, instantanée, en brisant la problématique de l'espace. Ce qui veut dire que je vais pouvoir concevoir, éventuellement fabriquer à distance un produit simple ou compliqué, et puis essayer de faire en sorte que son assemblage soit au plus proche du lieu de consommation. Dans le cadre de l'artisanat, ben effectivement, il y a aujourd'hui des communautés qui commencent à s'organiser de manière à
mettre en commun leur intelligence, leurs moyens, et puis faire en sorte de raccourcir les circuits de fabrication et d'acheminement du produit fini à la consommation. Donc oui, je pense que ça peut être une nouvelle façon de redonner un second souffle à un artisanat qui peut en avoir besoin et qui, en France, représente quand même la première force vive opérante. Et puis on parle effectivement de... Vous vouliez ajouter un mot peut-être, allez-y. Oui, tout à fait. Nous croyons beaucoup effectivement au développement de PME qui sont un petit peu intermédiaires entre les grands groupes qui vont bien sûr continuer à se développer et puis les Fab Labs. Je pense qu'il y a vraiment place pour une industrie de PME, typiquement la centaine de personnes. Donc c'est l'atelier. Bon, on peut effectivement dire que c'est effectivement l'artisanat, donc elle est plus facilement logeable dans l'environnement urbain. Et les nouvelles technologies permettent effectivement et même nécessitent ce genre de type d'industrie. Bon, la fabrication additive, FIV est bien placé puisque nous venons de créer une JV avec Michelin pour, on l'espère, devenir un des leaders mondiaux de la fourniture de machines d'impression 3D métallique pour l'industrie. Et typiquement, nous allons équiper des ateliers qui vont être effectivement plus proches de l'artisanat que de la grande industrie lourde. L'autre exemple, c'est le domaine des nouveaux matériaux, les matériaux composites par exemple, qui aujourd'hui sont surtout utilisés dans l'aéronautique, pour effectivement des structures dont on veut qu'elles soient très légères. Bon, il y a un champ énorme de progrès pour effectivement des objets en matériaux composites. Et là aussi, il s'agit d'ateliers qui sont compacts et qui sont tout à fait logeables dans l'environnement urbain. Donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les évolutions technologiques, nouvelles techniques de fabrication, évolution numérique vont reconfigurer l'industrie, vont permettre qu'au moins une partie réinvestisse la ville, mais les contraintes ne sont pas technologiques. Je pense qu'on y viendra après. Sophie Penn. Quand on entend artisanat, on voit la main, le travail de la main sur un matériau. Et on sait bien qu'aujourd'hui, on était allé peut-être à une sorte de maximum de distance entre l'individu au travail et la matière, et où les médiations sémiotiques avaient séparé les gens du contact direct. Et on voit qu'un des effets de la fabrication additive, c'est de généraliser les cultures d'artisans, puisque tous nos jeunes ingénieurs dont on parlait, ils ont besoin d'avoir quelque chose sous les doigts, disons en tout cas dans ce calcul paramétrique qui permet de créer des formes, d'avoir une représentation physique, visible, tangible de ce qui est en train de se dessiner, qui avant se tramait en secret, loin en fait de la main, quoi. Et du coup, il y a une espèce de retour de l'artisanat qui est très fort, et c'est un besoin sensible, presque sentimental des gens. Alors c'est symbolisé par des lieux, par exemple comme la Nouvelle Fabrique qui était au 104, qui est partie à Pantin, où on se remettait à faire des chaises comme ça au centre-ville. Mais je pense aussi à des organisations en réseau, à Maker Faire au printemps. On pouvait voir des gens qui ont commencé à s'organiser et qui vous disent, par rapport aux besoins très fins de fabrication additive que vous allez avoir, nous, on va vous orienter, et on a une cinquantaine de matériaux différents et on connaît les artisans et on va vous diriger. Donc on n'est plus sur des transformations de masse, on est sur des pullulations comme ça de systèmes. Et vous connaissez sûrement ce projet de la NASA qui consiste à aller chercher des nouveaux matériaux sur les astéroïdes et à fabriquer des stations spatiales à même l'astéroïde. Mehdi Ouass. Oui, en complément, je dirais qu'effectivement, l'artisanat est en train lui aussi de se transformer vers des organisations plus petites, moins processées et donc plus innovantes. Et avec beaucoup plus de partage. Et c'est le défi et le pari que l'on a. Aujourd'hui, nous, on a un cabinet avec 1500 consultants. On vise à passer la barre des 10 000 dans les 5 ans qui viennent. Et c'est vrai que tous nos consultants nous disent on n'a pas envie de cette croissance, on n'a pas envie de grandir trop vite parce qu'on va perdre un certain nombre de nos valeurs. Et en réfléchissant ensemble, on a trouvé un slogan, c'est grandir en restant petit. C'est-à-dire que la taille permet de faire des choses qui sont beaucoup plus
facile. Par contre, si la grande taille, si on perd cette convivialité, on va perdre notre capacité à innover. Et c'est là que la transformation est en train de s'opérer. C'est-à-dire comment je fais pour pouvoir être suffisamment grand pour accéder à des chantiers importants, parce que si je suis seul, je ne vais pas pouvoir y arriver, mais en restant dans mon organisation suffisamment souple et petit pour garder cette créativité, cette innovation. Et c'est un mixage que l'on est en train de voir s'opérer entre effectivement l'industrie et l'artisanat. Donc à vous entendre, on est vraiment dans un modèle de rupture totale avec les modes de production du XXe siècle. Oui, mais parce que je pense que derrière ça, il y a toujours cette analyse culturelle à faire. Aujourd'hui, c'est un rapport au travail qui est en train d'évoluer et je pense qu'on est là au cœur du sujet. Et finalement, ce problème que nous évoquons sur les grandes structures, les grosses structures, etc., on voit bien que allez, il y a encore, moi quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, on voulait rentrer dans de grands groupes parce qu'on avait cette espèce de fascination pour la grosse industrie et on croyait qu'on allait y faire toutes nos carrières. Tout ça, c'est complètement fini. On est face à j'allais dire une aspiration à morceler, à parcelliser, etc. Plus personne ne croit au fait que ce soit les grands groupes et les grosses structures qui fassent la prospérité des pays. Tout le monde est bien convaincu que c'est cela. Les jeunes aspirent à travailler beaucoup plus, j'allais dire eux-mêmes, en individu, mais par derrière, il faut aller jusqu'au bout. Quand on reparle de la crise du contrat de travail, sur un point de vue uniquement même des relations sociales, il y a le même débat qui est sous-jacent. On peut le poser et le prendre d'une manière ou d'une autre, mais il y a ce débat. Et le risque, en revanche, auquel il faut veiller, c'est que l'on n'arrive pas, à force de morceler, que l'on n'aille pas à une individualisation trop grande. Parce que l'individualisation, le danger de l'individualisation, c'est finalement la perte du sens commun. Le sens commun qui était donné par les grosses structures, il a explosé. Nous devons en redonner un autre qui peut être justement une communauté urbaine ou ce genre de choses. Ça peut être un projet, donc on verra des structures projet par projet. C'est la notion d'agilité. La notion d'agilité dans la production informatique, on est passé de méthodes très, très structurées, etc., à des méthodes dites agiles. Et c'est tout cela qui se retrouve aujourd'hui. Et donc retrouver un lien, retrouver un sens. Est-ce que le territoire, donc on parle de Smart City, du Grand Paris, est-ce que le territoire, quel échelon, peut être justement ce facteur de sens et de lien? Comment on promeut et quel va être le bon échelon pour réindustrialiser sur le territoire tel qu'on le connaît du Paris, du Grand Paris? Vous parliez tout à l'heure de plusieurs centres-villes. Qui veut répondre à cette problématique? Bon, on est tous d'accord que le facteur humain est absolument essentiel dans l'industrie du futur et que finalement la révolution sociale est encore plus importante que la révolution technologique. Et effectivement, on parle d'équipes autonomes maintenant, même dans l'industrie automobile. On parle de décloisonner les fonctions entre la conception et la fabrication, la logistique, ce qui est induit par les nouvelles techniques de fabrication. Fabrication additive, on co-conçoit le produit, le procédé et la façon de le vendre. Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'on n'a pas le choix. Et l'échelle, alors la granulométrie, je pense qu'effectivement, c'est sans doute la communauté urbaine. N'oublions pas qu'il y a un autre enjeu pour l'industrie, c'est l'attractivité. Or, aujourd'hui, c'est excessivement difficile d'attirer les jeunes vers l'industrie, et encore plus si l'industrie est en très lointaine banlieue et que la personne doit faire 1 heure de transport chaque matin, chaque soir. Et que finalement, c'est une chance aussi pour l'industrie, au moins pour une partie, de retrouver les centres-villes et donc des compétences, parce que bien souvent, les plus qualifiés sont plus exigeants aussi sur les conditions de vie, sur le fait de pouvoir mieux équilibrer vie personnelle, vie professionnelle. Et donc, oui, le fait de pouvoir développer, redévelopper ces centres d'activité industrielle ou péri-industrielle dans les agglomérations
permet aussi de résoudre à la fois le problème de l'attractivité, du sens au travail, de limiter les temps de transport qui sont aussi autant de problèmes écologiques au passage. Est-ce que vous êtes en attente d'une politique publique en faveur de cette réindustrialisation des centres-villes? Je ne sais pas, je vous vois hocher de... Oui, au moins d'accompagner l'initiative. Je crois qu'on s'est tous fédérés sur un certain nombre de principes, que cette révolution industrielle, en fait, remettait l'individu au centre du dispositif. Qu'elle était accompagnée d'une révolution numérique, mais qui avait une conséquence sociale importante. Et qu'aujourd'hui, si on veut continuer à rester locomotive et non pas devenir wagon, il va falloir naturellement mettre en place toutes les conditions pour que l'innovation soit réellement le fer de lance du développement de notre industrie en France. Et si on veut avoir l'innovation, il faut être attractif pour que les meilleurs se sentent dans les conditions optimales pour pouvoir créer, innover et développer là où ils sont. Si je reprends ma propre histoire, j'ai créé ma propre première entreprise il y a une trentaine d'années. Effectivement, avant, j'ai travaillé pendant 3 ans dans des grands groupes en me disant que c'est là-bas qu'il fallait démarrer pour apprendre, mais j'ai créé mon entreprise à Paris parce que j'étais à Paris. Aujourd'hui, c'était pas un choix, j'ai créé là où j'étais. Aujourd'hui, quand je regarde les jeunes qui commencent à avoir leur bac et qui réfléchissent à leur avenir, ils sont en train de choisir le lieu de leurs études supérieures en fonction de l'attractivité de celui-là sur la capacité qu'il aura à leur donner les conditions nécessaires pour créer. En clair, je vais aller aux États-Unis parce que si je veux créer mon entreprise, ça sera plus facile. Je vais aller en Israël parce que si je veux créer mon entreprise, ça sera plus facile. Eh bien, il faut qu'on crée les conditions nécessaires en France, et en démarrant peut-être par la capitale, pour que ces jeunes-là se disent « je vais venir ou je vais rester à Paris parce qu'à Paris, une fois que j'aurai fini mes études, j'aurai toutes les conditions nécessaires réunies pour pouvoir créer, innover et puis partager. » On ne sait plus créer tout seul. Je viens aujourd'hui à Paris pour créer ? Pardon ? Je viens aujourd'hui à Paris pour créer. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas encore le cas. On a fait un premier pas, mais il doit être suivi de plein d'autres. Maintenant, est-ce que, et quand vous me voyez tout à l'heure hocher la tête, c'est ça que j'attendrai du politique, c'est qu'il aide à mettre en place les conditions pour que, allez, soyons ambitieux, dans les 3 à 5 ans qui viennent, on se dise Paris, c'est un centre mondial de création d'entreprises. Effectivement, ça fait sens de venir innover et créer dans Paris. Avant de vous laisser la parole, Monsieur Dansette, est-ce qu'il y a des questions dans la salle, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette conférence. Si vous avez des questions à nos invités, c'est le moment. Sinon, je vais... Non ? Oui, la question, comment pouvez-vous parler... Je vous laisse vous présenter, monsieur. Pardon ? Je vous laisse vous présenter, monsieur. Oui, monsieur Christian Leclerc, Société Soritech. Je veux simplement dire à ces gens qui parlent de réindustrialiser Paris, enfin les villes, il faudrait d'abord réindustrialiser le pays, enfin bref, parlons des villes, parce que c'est déjà, à mon avis, beaucoup plus compliqué. Vous parliez de l'artisanat, mais comment parler de l'artisanat? Vous savez qu'on ne peut plus stationner à Paris, et le parking, hier pour 5 heures, 18,60 € et au centre Pompidou. Donc, quand vous avez des anomalies excentriques comme ça, comment voulez-vous berner les gens? Là, vous bernez les gens. Vous leur dites, venez à Paris, venez vous installer. Ils pourront ni stationner. Vous savez, un plombier, moi, m'a dit, je ne peux même plus aller à Paris. Il ne peut plus y aller à Paris. C'est trop cher. Et il n'a plus les de vie. Répondez-moi à cette question. Merci. Qui répond, Sophie Pen? Je pense qu'il faudra se résoudre au fait qu'il faudra se déplacer autrement qu'avec une voiture privée. Je sais que c'est... oui, c'est tout. Il y a des autos libres, il y a des Utilibres, et je pense que même les plombiers apprendront à mettre leur coffre à outils dans une voiture qui n'est pas à eux. C'est tout. Le sujet n'est pas de berner, le sujet au contraire est de dire il faut qu'on recrée les conditions pour que cette fluidification soit opérationnelle. Et effectivement, aujourd'hui, on a un grand problème de circulation. Maintenant, dans cette circulation, on s'aperçoit qu'il y a énormément de circulation unitaire là où elle pourrait peut-être être mutualisée. Madame, vous voulez poser une question? Je vous laisse vous présenter. Nathalie Launay, je veux plutôt intervenir en tant que citoyenne et habitante des Hauts-de-Seine, dans le sud des Hauts-de-Seine, donc plus que Paris, parler de la MGP et de la réindustrialisation de la région Île-de-France.
Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que la réindustrialisation, on va à l'inverse, puisqu'on délocalise les activités, même les écoles d'étudiants comme l'école centrale, comme Pharma, qui se trouve à Châtenay-Malabry, on les construit à Palaiseau. Donc aujourd'hui, on est en train de construire un méga centre à Palaiseau au niveau technologique, sans infrastructure de transport, puisqu'on ne mettra jamais cette infrastructure de métro jusqu'à Palaiseau, il n'y a rien qui est prévu. Et donc en dehors des centres-villes, on fait l'inverse. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, ceci est dans un plan global au niveau urbanisme par rapport au plan local d'urbanisme. Les maires aujourd'hui, comment ils gagnent de l'argent? Taxes d'habitation, taxes foncières, promotion immobilière. Donc aujourd'hui, vous faites face pour réindustrialiser les villes ou garder même les entreprises dans les villes. Moi-même dans ma commune, aujourd'hui le maire veut faire disparaître quasiment une zone d'activité qui s'appelle Novéos pour la transformer en zone de logement. Je vous laisse poser votre question. Donc aujourd'hui, comment vous pouvez intervenir au niveau de la MGP et du SCOT, parce que ça sera au niveau du SCOT qu'il faut intervenir, pour qu'aujourd'hui, un axe majeur, ce n'est pas uniquement du logement, mais maintenir l'activité et développer l'activité, et cela faire face à la promotion immobilière en tenant compte des contraintes financières des villes qui aujourd'hui se financent uniquement avec de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Merci madame pour votre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de cette table qui veut répondre? Moi, je pense que la position des élus est aussi l'image de la société civile. Et les citoyens ont une position extrêmement ambiguë face à l'industrie. Nous-mêmes, nous avons créé un observatoire FIV des usines du futur. On a organisé une conférence de citoyens. On s'est rendu compte que les citoyens, certes, aimeraient bien qu'il y ait de l'emploi industriel, mais en aucun cas qu'une usine s'installe au fond de leur jardin. Donc il y a un véritable travail de communication qui commence au niveau de l'école pour montrer que l'industrie est une chose très importante pour une économie forte et qu'il faut se réhabituer à avoir effectivement des activités industrielles près de chez soi. Deuxièmement, effectivement, il faut que les élus aient le courage effectivement, et de trouver les moyens logistiques, financiers pour attirer les entreprises sur leur commune. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Nous-mêmes, bon, on a mis 7 ans pour trouver un lieu pour faire un centre de test de broyage. Bon, on a fini par trouver, mais très difficilement. Donc il faut réellement que les élus, dans leur plan d'urbanisme, réincorporent de l'industrie et donnent les moyens aussi de façon à ce que, par exemple, il y ait des solutions de transport facilitées pour les entreprises par rapport aux citoyens. Merci, je pense qu'on va arrêter avec peut-être les questions. Encore un mot sur... oui, je vois que vous vouliez prendre la parole. Moi, j'aurais bien voulu conclure, pour ma part, sur la question des villes créatives, cette idée qui est apparue dans les années 90, où on disait, à la suite des travaux de Richard Florida, où on avait vu comment l'industrie culturelle du jeu avait réinnervé la ville de Montréal. Et à ce moment-là, il y a une compétition à la ville créative. Plus il y aura la fête, plus il y aura d'artistes, de créateurs à Berlin, à Paris, à Londres, plus on se dira, il se passe des choses extraordinaires ici, ce sera un attracteur international. Et on voit aujourd'hui que c'est l'industrie qui est devenue créative, et que cette classe créative dont Elsa Vivant avait montré qu'ensuite ça provoquait de la spéculation immobilière et que les créatifs étaient chassés des centres-villes, ben on voit qu'avec cette industrie plus créative, avec des campus très étendus comme Creative Valley, où vous avez des informaticiens, des industriels, le logement n'est pas l'ennemi de l'industrie, ni l'industrie l'ennemi du logement. Et dans les rez-de-chaussée des grands immeubles, dans les grands entrepôts, on voit s'installer des grands espaces de co-création, de construction, qui sont aussi des espaces industriels. C'est l'habitat qui change aussi. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre intervention et pour cette matinée autour de la question de la réindustrialisation des villes. Bonne matinée à vous.